Et d'abord, donc, il est 18h, un peu plus, 18h02 maintenant. Interdiction formelle d'acheter de l'alcool dans les rues de la capitale, les rues d'Île-de-France en général. Des mesures auxquelles ont réagi ces passants qui ont été interrogés par nos équipes. Interdire complètement, je sais pas, après réguler, ouais. Mais on n'est pas trop du genre non plus à forcément se retourner la tête 100% pendant le festival. C'est histoire de prendre quelques bières avec les amis. Donc ça reste quand même relativement assez safe. De manière générale, forte chaleur encore plus parce que, sauf erreur de ma part, ça déshydrate en fait de boire de l'alcool. Donc c'est une très bonne chose. Et de manière générale, en fait, si on laisse un minimum d'autorisation, l'arrêté, c'est qu'en fait, quand on donne ça, on prend ça. Donc interdire complètement, je trouve ça très bien, moi. Ça, je trouve ça dommage pour le coup. Parce que c'est des événements où il n'y a pas forcément en plus de consommation d'alcool énorme. Il y a souvent des dispositifs qui sont mis en place pour avoir de l'eau qui est projetée. Donc ça, pour le coup, autant la consommation d'alcool, je peux comprendre ça, pas forcément. Bon, des Parisiens plutôt compréhensifs sur ces mesures. On va prendre la direction du canal Saint-Martin, voir déjà si cette mesure est respectée, si cette mesure est appliquée. Tancrède Guillotel nous attend sur place avec Axel Rebaud derrière la caméra. Bonsoir, cher Axel. Est-ce que vous constatez que cet arrêté préfectoral est respecté autour de vous ? Eh bien écoutez, on est arrivé ici il y a un peu plus d'une heure environ avec Axel Rebaud justement. Et il y a en tout cas ici des centaines de personnes qui sont massées aux abords du canal Saint-Martin pour profiter de la baignade. Beaucoup sont à l'eau, ont des sodas également pour pouvoir se désaltérer. Certains ont amené des bouteilles de bière et un peu d'alcool, mais nous avons pu les interroger et ils n'étaient pas au courant en fait de cet arrêté qui interdisait justement la consommation d'alcool sur la voie publique. Donc il y a en tout cas des policiers ici, de nombreux CRS également. On ne les a pas vus forcément faire des rappels à l'ordre à ce niveau-là. Mais pour vous parler de cet arrêté, il est entré en vigueur à midi aujourd'hui. Il va durer jusqu'à 7h du matin demain pour reprendre à nouveau à midi demain jusqu'à 7h dimanche matin. La vente d'alcool à emporter est-elle également interdite à partir de 18h, donc ce soir, jusqu'à 7h également demain matin. Merci beaucoup. Merci Tancrède Guillotel. Je suis curieux de savoir si les policiers vont vraiment aller vérifier ce que boivent les uns les autres. J'ose imaginer que les policiers ont mieux à faire, même si c'est une mesure qui a une vertu pédagogique, en tout cas d'expliquer qu'il faut faire attention en ces périodes de forte chaleur. Il faut faire attention, Yasmina Katou, parce que les hôpitaux, nous dit-on, sont arrivés à saturation. C'est l'un des arguments qui a été utilisé pour justifier ces mesures-là. Où on en est ce soir alors que le plan blanc vient d'être activé ? Alors, il y a des hôpitaux en saturation, effectivement, qui gèrent la crise. Ça ne veut pas dire qu'on laisse des personnes sur les brancards, ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas soignées, mais il y a un afflux conséquent dans certaines régions, notamment en Bretagne, en Île-de-France. Ça, c'est vrai, il y a un afflux. En revanche, on gère tout à fait. On est sur beaucoup d'appels au SAMU, surtout. Les gens ont bien compris qu'il faut éviter de se déplacer si ce n'est pas nécessaire. On est sur des hausses de l'ordre de 75% de hausse d'appels au SAMU par rapport à l'année dernière à la même période. Donc voilà, on est sur des situations qui sont quand même assez gérées. Après, c'est vrai, les chefs de service, notamment en médecine intensive, nous disent... Ça se remplit doucement, mais sûrement. On a des personnes âgées, c'est vrai, et on a aussi des jeunes inconscients, on peut le dire, qui font de l'activité sportive malgré les recommandations. Yasmina Katou, je rappelle, vous êtes journaliste européen en charge notamment des sujets de santé. Les patients qui arrivent à l'hôpital arrivent pour quelles raisons généralement ? Des coups de chaleur. Ce qu'on appelle un coup de chaleur, ça veut dire que vous êtes enfermé dans votre appartement où il fait 35, presque 40 degrés. Eh bien, il y a des personnes fragiles qui ne supportent pas, les personnes âgées notamment, elles ne transpirent pas et donc elles accumulent la chaleur dans l'organisme et donc elles arrivent à l'hôpital à 42 degrés. Et quand on arrive à l'hôpital à 42 degrés, ça veut dire qu'on a tous les organes qui lâchent et ces personnes sont admises en service de réanimation. Dans un état déjà grave. Exactement, dans un état très grave. Il y a un décalage aussi entre le moment où la canicule a été la plus forte, c'est-à-dire notamment hier, et le moment où ça se concrétise, j'allais dire, en arrivée massive de patients à l'hôpital. Donc le week-end qui arrive s'annonce compliqué. C'est sans doute pour ça que le plan blanc en fait, a été activé. Exactement, c'est toujours comme ça. Il y a un décalage de 5 à 10 jours après le début des très fortes chaleurs.
des personnes en fait qui, comme on dit, décompensent. Ça veut dire que le corps encaisse, mais plus c'est long, plus le corps a du mal à encaisser des températures caniculaires. Et donc, ils arrivent à l'hôpital. Et pour faire face à ça, vous l'avez dit, on déclenche le plan blanc. C'est très simple, le plan blanc, ça permet de déprogrammer des opérations qui ne sont pas urgentes, de rappeler du personnel qui est en vacances pour assurer face à l'afflux de patients. Merci Yasmine Akatou pour toutes ces précisions. La question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que nous sommes armés pour faire face à cet afflux de patients ? Écoutez, Emmanuel Macron, c'était depuis le sud de la France, il était aux côtés de Giorgia Meloni. Il défend son bilan, j'allais dire comme toujours, le président de la République, sur la faculté des hôpitaux à encaisser ces épisodes caniculaires. Donc il y a un gros travail qui a été fait. Et je pense que l'honnêteté conduit à le regarder, à la fois de montants investis et de vraies transformations, et qui ont changé beaucoup de choses. Qui ont d'ailleurs été accompagnés par l'engagement de beaucoup de nos fonctionnaires, dont je veux saluer le rôle, et d'élus qui ont vraiment fait un très gros travail. J'étais juste avant de vous rejoindre à Vélizy-Villacoublay, où j'ai vu le travail remarquable des équipes municipales très engagées. Néanmoins, nous n'avons pas fini ce travail. Il faut avoir cette humilité. Et pour ma part, je regrette plutôt les choix qui ont été faits, mais je crois aussi dans la démocratie. Il se trouve que quand j'avais une majorité absolue, ces fonds ont été votés. Il y a eu ensuite des choix qui ont été faits et qui sont le fruit de compromis ou de certaines formations politiques. Allez les voir pour leur demander pourquoi ils ont coupé ces fonds. Maintenant, on doit continuer le travail d'adaptation. Donc, si on traduit le président de la République, Louis de Ragnel, ça veut dire que depuis qu'il n'a plus la majorité, depuis la dissolution, qui par ailleurs est sa décision, tout à fait. Les hôpitaux ne sont plus en capacité de faire face. C'est un peu simple, comme argument. C'est de la politique, évidemment. Et puis il faut se souvenir que le Ségur de la santé a eu lieu pendant son premier quinquennat. Il avait donc une majorité absolue. Et il y a un certain nombre de parlementaires spécialistes des questions de santé qui vous disent aujourd'hui on a mal fléché le budget, il y a des sommes énormes qui ont été votées, mais ça a été mal dépensé et il y a des choses qu'on a mises de côté. Mais ensuite, moi je trouve que ça interroge parce que depuis le début de la journée, j'entends pas mal de dérision et un peu de ricanement sur le fait que le préfet de police soit obligé de prendre ce type de mesures. En réalité, l'idéal serait qu'il n'ait pas à prendre ce genre de mesures. Et pourquoi est-ce qu'il est obligé de prendre ce type de mesures ? C'est parce qu'il y a très peu de leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour éviter de saturer les hôpitaux. Et donc, effectivement, je pense que le sujet sur lequel il faut travailler, c'est la saturation des hôpitaux. Et donc, pour éviter d'en arriver à ce genre de situation, à ce type de décret, en fait, soit vous interdisez... moi, je vois, j'ai discuté avec des personnes qui ont pensé ce plan d'interdiction de consommation et de vente d'alcool pour aujourd'hui et pour demain. Et ils m'ont dit, c'est simple, on ne peut pas interdire aux gens de faire du sport. Imaginez le tollé que ça pourrait représenter. Donc, c'est la seule chose on ne va pas confiner des personnes âgées. On ne va pas forcer à l'équipement de climatiseurs, sachant qu'on sait qu'on ne peut pas en acheter. Le seul levier sur lequel on peut jouer, c'est celui de la vente d'alcool, la consommation d'alcool. Et par ailleurs, là on peut se le dire entre nous, je pense que c'est pas une atteinte immense à sa liberté de se dire qu'après 18h, on ne peut plus aller acheter une bouteille dans un supermarché. Je suis d'accord avec vous, c'est pas un principe fondamental de notre Constitution, mais c'est philosophiquement, il faut prendre le problème en amont. C'est la place, c'est le nombre de places dans les hôpitaux. Et comme ça, les préfets sont contraints et forcés d'appliquer ce genre de mesures. Mais la responsabilité, en fait, ils n'ont pas le choix. Bien sûr, la responsabilité, elle est politique, elle est celle d'un président qui est en place depuis 9 ans. On se dit, est-ce que vraiment il a mis les moyens pour augmenter le nombre de lits, notamment Véronique Jacquier ? Et le problème est justement qu'il n'y a pas eu de réforme structurelle pour l'hôpital. L'hôpital est tiers-mondisé depuis de nombreuses années. On a découvert justement la tiers-mondisation de l'hôpital au moment du Covid. Bien sûr. Et là, on a un président qui se gargarise d'avoir fait ce qu'il fallait, alors qu'effectivement, pas de clim dans les hôpitaux et le CHU de Nantes, qui est quand même, soi-disant, le nec plus ultra d'un hôpital qui vient de sortir de terre, n'est pas climatisé. Donc ça dit tout de la mentalité française. Toujours pas de clim dans les EHPAD, alors que l'argent récolté lors du lundi de Pentecôte sert à cela. C'est 3 milliards par an, donc depuis 2003, vous imaginez, on est en droit de se demander où l'argent est passé. Pas de clim non plus dans les écoles. Donc voilà, on est tous d'accord sur le constat. Après, moi, ce qui me marque justement lors de cet épisode, c'est que là, on assiste à l'avènement de la religion de la privation. Emmanuel Macron trouve ça normal, comme les préfets, comme tout un chacun, de priver les gens d'alcool parce qu'il fait trop chaud et que les hôpitaux sont saturés. On a une ministre de la Transition écologique qui trouve ça normal de priver les Français de climatisation et de climatiseurs. Voilà, on est rentré dans l'ère de la religion de la climatisation. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, tout ça pour cacher les impuissances de l'État. C'est pas encore la religion de la climatisation. Non, mais c'est toujours la même question.
Tout à fait. Brice Galli, vous vouliez réagir peut-être à... Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on s'est habitué à des mesures liberticides. Louis de Ragnel a raison. Il n'en va pas de notre avenir constitutionnel en tant que civilisation. Mais ça dit quelque chose qu'on prenne aussi facilement des mesures de restriction de liberté. Tout à fait. Il y a un grand penseur français qui s'appelle David Galula, lieutenant-colonel de l'armée française, qui a fait ses armes en Chine et en Algérie. Il a dit, si vous avez une population qui vous en veut, pensez à l'Algérie, mais il a fait un livre qui est de portée universelle, très connu aux États-Unis. Si cette population, soit vous lui donnez ce dont elle a besoin. Nous voulons des hôpitaux avec de la clim. Nous voulons des EHPAD avec de la clim. Monsieur Macron est incapable. D'abord parce qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'argent. Ça c'est lui, c'est pas ni vous ni moi, ni la dissolution. Il n'a pas fait la croissance. On pouvait mettre de la clim avec la situation actuelle du pays. Enfin, on n'a pas d'argent en fait. Non mais... C'est une question de volonté. Il y a une hiérarchie des priorités. Mais les élus locaux, à Nice, le maire a équipé toutes les écoles de climatiseurs. Bon. Je termine. Donc, il ne peut pas faire les hôpitaux en 15 jours. Ils ne peuvent pas, même s'ils avaient l'argent pour acheter la clim. En Chine, on arrive à faire des hôpitaux en 6 mois. Hein. Oui, mais nous, ils ont climatisé. Ils ont tout à fait les mêmes normes. Non, mais d'accord, mais... Et peut-être qu'ils le temps de travail, les conditions... Non, mais bien sûr. Andrés Galli va essayer de terminer son raisonnement. Peut-être qu'ils ont des élites meilleures que les nôtres. J'ose ce blasphème. Peut-être que les élites chinoises sont meilleures que les nôtres. Mais revenons sur David Galula. Il dit, si vous n'arrivez pas, soit vous satisfaisez les besoins de la population, et là, elle se calme. Soit vous lui enlevez ce qu'elle a, le droit à boire de l'alcool, culture française, identité française, appréciez que le musulman vous le dise, et après, cette population va commencer à négocier avec vous le retour de ce qu'elle a perdu. Et là, en fait, avec le préfet de police, on va discuter, s'il vous plaît, laissez-nous boire une bière. Et on oublie la clim, et la clim devient hors du sujet. C'est très malin, en fait. Hein.